Bonjour à tous et bienvenue dans La Base du Crime. Après le succès de La Base, d'ailleurs je voulais vous remercier pour les 50 millions de vues en quelques numéros sur ce format, La Base, que j'ai créé il y a quelques mois. Eh bien j'ai décidé de lancer un nouveau format qui s'appelle La Base du Crime pour revenir sur les grandes affaires, les affaires élucidées ou non d'ailleurs, des faits divers qui marquent l'actualité et dont on a parfois pas toutes les réponses. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, on va parler de l'affaire Jubilard et on va se poser une question: fallait-il condamner Cédric Jubilard? Puisque vous êtes très nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et à dire que finalement, Cédric Jubilard a été condamné sur la base de pas grand-chose, sur ce qu'on appelle un faisceau d'indices. Pour cela, je vais recevoir dans un instant Elina Rostand et Michel Marie, qui sont tous les deux spécialistes des faits divers. Elina Rostand a écrit un livre sur l'affaire Jubilard, un crime parfait aux éditions Fayard, et Michel Marie, que vous connaissez sur les plateaux de télévision, notamment chez Cyril Hanouna ou sur W9 encore avec Enquête criminelle. Les deux vont débattre autour de cette question: fallait-il condamner Cédric Jubilard? La base du crime, ça commence maintenant. Une femme qui disparaît en pleine nuit, sans nouvelles, sans traces, sans témoins. Son mari est devenu, par la force du temps, le suspect numéro 1 dans cette affaire, mais 4 ans plus tard, toujours pas de corps, toujours pas de vérité. Ce soir, La Base du Crime rouvre le dossier Jubilard entre incohérence, zone d'ombre et secret de famille. Que s'est-il passé cette nuit-là? On va revenir sur toute l'affaire, on va revenir aussi sur les zones d'ombre, les secrets, tout ce qu'on vous a pas forcément dit sur l'affaire Jubilard. Et pour ça, j'ai pris la crème de la crème. La crème de la crème. On a tout d'abord Madame Elina Rostand. Bonjour Elina, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Alors, je rappelle votre livre, L'affaire Jubilard, un crime parfait. C'est chez Fayard, avec Dominique Rizet et Stéphane Simon. Dominique Rizet, que vous connaissez sûrement, qui est un spécialiste des faits divers, puisqu'il a notamment co-présenté Faites entrer l'accusé et il est maintenant sur BFM TV. Et Michel Marie, le roi des faits divers, pour moi c'est le roi. C'est un peu mon parrain, puisque vous étiez sur le premier numéro de La Base. Michel Marie, que vous retrouvez tous les soirs, tout beau tout neuf, sur W9. C'est ça. Et vous avez aussi des enquêtes criminelles. Qui cartonnent, enquête criminelle d'ailleurs, avec Nathalie Renaud. Alors, déjà, pour ceux qui n'ont jamais vu l'affaire, qui ont entendu le mot Jubilard aux infos, mais qui savent pas forcément ce que c'est, est-ce que, Elina, vous pourriez résumer cette affaire en 1 minute? 1 minute. De façon simple. De façon très simple. Donc, Delphine Jubilard, c'est une jeune maman de 33 ans. Elle a 2 enfants. Elle est infirmière. Elle disparaît dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 sans laisser absolument aucune trace. Cette semaine-là, elle est en vacances. Elle s'occupe de ses enfants qui sont aussi en congé. Et on sait qu'elle a un amant. Elle envoie des messages à son amant jusqu'à 22h55 le soir. Et à partir de là, plus aucune nouvelle. Le lendemain matin, à 3h45, son mari, Cédric Jubilard, dit qu'il se réveille par les cris de la petite fille qui aurait perdu sa tétine dans son lit. Il appelle les gendarmes parce qu'il ne voit pas sa femme. Il fait le tour de la maison, elle a complètement disparu, donc il dit: au secours, ma femme a disparu, venez pour essayer de m'aider. Les gendarmes primo-intervenants débarquent dans la maison, on se rend compte que c'est un bordel sans nom, que lui, il est en train de charger une couette dans la machine à laver. Ils se disent: mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il fait ça? Qu'il a un pyjama panda. Il a l'air moitié affolé, moitié énervé. Et en fait, cette disparition, elle est hyper inquiétante parce qu'elle a laissé son sac à main, ses clés de voiture, sa carte bleue, ses lunettes de vue, etc. Donc, on ne pense pas du tout qu'elle soit partie de son plein gré. C'est bien là tout le mystère. Alors, fallait-il condamner Cédric Jubilard? Puisque Cédric Jubilard, qui est le mari de Delphine Jubilard, a été condamné il y a quelques semaines à 30 ans de réclusion criminelle. Donc, c'est une peine très lourde. Vous allez voir avec Michel Marie qui est là, qui va nous dire qu'il n'y a pas forcément de preuves matérielles directes, qu'il y a un faisceau d'indices plutôt, et qu'on n'a pas vraiment de preuves concrètes que Cédric Jubilard est bien l'auteur de ce crime. Alors, fallait-il le condamner? C'est la question qu'on va se poser. D'ailleurs, vous pouvez déjà commencer à réagir, à commenter, à nous dire si, pour vous, il fallait condamner Cédric Jubilard, en fonction des informations qu'on avait. Michel, cette affaire, pourquoi elle suscite autant de mystères? Parce que précisément, elle est mystérieuse. Et malgré le verdict qui est tombé il y a maintenant 3 semaines, 1 mois, on n'a pas beaucoup plus de réponses, à part un chiffre, qui est le chiffre 30, de réclusion criminelle. On se pose les mêmes questions qu'avant le procès. Donc ce procès, à part avoir sanctionné l'accusé,
n'a pas apporté d'éclairage judiciaire. Et je trouve que c'est quand même tout à fait regrettable. Le résumé fait par Elisa est absolument parfait, mais il y a plein de pistes qui n'ont pas été approfondies. Et je le regrette, parce que c'est pas, à mon sens, comme ça qu'on doit rendre une justice, ou en tout cas rendre une enquête à un juge d'instruction. Et c'est très compliqué de renvoyer devant une cour d'assises un individu. Alors, on peut tous imaginer qu'il est coupable. C'est vrai qu'il a l'uniforme parfait du coupable. Il est cocu, sa femme est sur le point de partir. On va en parler. Il ne gagne pas d'argent. Ou très peu, il passe plus de temps à fumer des joints qu'à mettre du placo-plâtre là, sur les murs de ses chantiers. Parce qu'il est plaquiste. Il s'oppose bien évidemment au divorce qu'elle est en train de demander. Il y a un de ses enfants, à la 3e audition, me semble-t-il, qui finit par dire aux gendarmes qu'ils se sont disputés ce soir-là, que ses parents se sont disputés. On a des voisins qui pensent avoir entendu des cris. Enfin, voilà, je vais pas revenir peut-être tout de suite sur tous les éléments de ce dossier, mais on a une multitude de petits indices qu'il désigne à chaque fois un petit peu comme le coupable, comme le suspect en tout cas, mais on n'a pas d'aveu, on n'a pas de scène de crime, on ne sait pas comment les choses se sont passées. L'identité judiciaire sur place n'a pas trouvé une trace de sang à l'intérieur de la maison. Et le corps de cette jeune femme s'est littéralement volatilisé. Alors, on va commencer par le à la base. Le à la base, c'est leur situation avant les faits, avant le drame qui a eu lieu donc en décembre 2020. Le à la base, c'est le contexte. C'est aussi bien d'expliquer leur situation, ce qui peut aussi permettre d'expliquer certaines choses. Déjà, qui sont-ils et que font-ils dans la vie ? Alors, elle est infirmière, lui est plaquiste, mais il est plus intermittent du plaquisme qu'autre chose, parce qu'il travaille pas beaucoup. C'est un fainéant. C'est un mec qui fume 20 joints par jour, et on sait tous que c'est pas compatible avec le travail. Du coup, c'est elle qui fait bouillir la marmite. C'est elle ils ont 2 gosses. Il y a cette maison en construction tout est commencé, rien n'est fini. Il fait vivre à cette femme qui a une certaine élégance, une certaine allure. Elina nous parlera de Delphine. D'accord. Elle a une certaine allure. Il la fait vivre dans un capharnaüm. Quand il pleut, il y a de la boue jusqu'au milieu du mollet. Comment cette jeune femme peut-elle accepter ça ? D'ailleurs, elle ne l'accepte pas, puisqu'elle a pris la décision de le quitter. Est-ce que financièrement, Cédric Jubilard arrive à subvenir aux besoins de son foyer ? Non, pas du tout. Il gagne un petit peu d'argent. Le peu d'argent qu'il gagne, il le dépense en résine de cannabis. Donc, c'est elle qui fait bouillir la marmite avec son petit salaire d'infirmière. Est-ce qu'il est connu comme quelqu'un de violent ? Pas à ma connaissance. Enfin, c'est un caractériel, mais c'est pas il me semble pas qu'il soit violent. En tout cas, il n'a pas été condamné pour ça. Il est rustique. Hein, c'est pas un mec sympa. C'est pas un mec sympa. Non, c'est pas un mec sympa. Il invective, il est dans son monde, mais ça n'en fait pas pour autant un coupable, bien évidemment. Mais c'est pas un mec sympa. Et Delphine ? Delphine, c'est une jeune femme qui est tombée sur Cédric et qui est tombée folle amoureuse de lui parce que c'était un peu le bad boy. Elle a une vie beaucoup plus rangée, c'est quelqu'un de stable, de discret, qui a beaucoup d'amis, qui directement, quand elle travaille, se fait des collègues de travail hyper facilement. Elle est solaire, elle est sympa, etc. Et puis elle a trouvé en lui un peu une âme à sauver, je dirais, parce que lui avait une vie extrêmement cabossée. Il a été baladé de foyer en foyer quand il était gamin. Sa mère a voulu le récupérer et ça s'est très très mal passé. Donc elle tombe sur ce garçon-là qui est un peu fêlé et elle se dit, en toute infirmière que je suis, et bon, c'est un peu cette caractéristique féminine qu'on a de vouloir sauver l'homme. Elle se dit, je vais réussir à le sauver et ses traits de caractère, je vais réussir à les adoucir un petit peu. Elle est son contraire. Elle est totalement son contraire. Elle est apaisée, elle est structurée. Oui, tout à fait. Elle a une famille. Alors, elle a perdu ses parents. Infirmière de nuit. Très rapidement. Elle est infirmière de nuit. Lui, c'est comme le disait Michel, il est peintre plaquiste, mais alors,
il se fait virer de tous les chantiers, soit parce qu'il fume trop, que les clients voient qu'il fume trop, soit parce que son boss trouve que les finitions sont mal faites, donc ses contrats ne sont pas renouvelés, donc c'est pas un champion. Donc malheureusement, au démarrage de leur relation, ça se passe très bien. Ils s'installent dans des appartements tous les deux. Il n'y a pas de travaux à faire, donc pas de galère non plus. Ils sont très amoureux au démarrage, donc c'est nickel. Par contre, c'est cette maison-là qui va cristalliser tous les conflits du couple. Parce que lui dit, t'inquiète pas, je suis peintre plaquiste, je vais pouvoir tout gérer, je vais te construire la maison de tes rêves. La démarche, elle est plutôt louable, en fait. Sauf qu'il n'a pas les capacités physiques. Il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage, il est flemmard. Et effectivement, il fume une vingtaine de joints par jour. Je précise aussi qu'il joue aux jeux vidéo, donc son budget passe aussi dans les jeux vidéo, dans Game of Thrones. Il est passionné de ce jeu-là et pour gravir, alors je connais assez mal le jeu, mais il me semble que pour gravir des échelons, il faut payer régulièrement. Donc en fait, beaucoup de son budget passe là-dedans. Et elle, tout simplement, elle en peut plus. Donc, au démarrage, ça se passe très bien. C'est beau, cette ambition de construire cette maison. Les plans de la maison sont canons. Chaque enfant a sa chambre. Il y a une terrasse, il y a un extérieur, etc. Mais par contre, ça reste... Quand on voit la tête de la maison aujourd'hui... Alors, la maison était appelée la verrue du quartier par les voisins. Parce qu'il a jamais réussi, il a posé quelques parpaings, il a jamais réussi à... Elle est catastrophique. Alors, je sais pas. C'est horrible. Je sais pas si vous avez vu les images de la maison, on vous les met là. La maison est catastrophique. Les abords de la maison, on a l'impression d'être dans un camp de gitans. Il a lâché l'affaire, il y en a partout. Ouais. Alors, je pense qu'il est parfaitement capable, techniquement, de le faire, sauf que, effectivement, comme il fume, il passe son temps à jouer, pendant ce temps-là, il travaille pas, et elle en a marre. Et pour revenir à ce que vous disiez, elle le trompe à la fin de leur relation. Oui. Elle l'a jamais trompé avant. Enfin, à l'été. À partir de l'été. À l'été. Oui, 2020. Mais ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble. C'est vraiment parce qu'elle est à bout, tu as raison de le préciser, elle est à bout vraiment de la relation, elle en peut plus en fait. Et elle se dit... Elle a mené cette relation jusqu'à... Donc elle est exemplaire en fait. Elle est tout à fait exemplaire. Elle est tout à fait exemplaire. Et effectivement, elle a une histoire parce qu'elle a déjà dans sa tête considéré qu'elle est séparée de Cédric, et elle s'inscrit sur un site de rencontre, elle fait la connaissance d'un homme, ils sympathisent et les choses se mettent en place, et au moment où elle disparaît, et ça c'est un des éléments à charge dans ce dossier contre Cédric Jubilard, l'histoire est bien partie entre eux, et elle va quitter après Noël, après les fêtes de Noël, elle va quitter le domicile conjugal pour aller s'installer avec son nouvel amant. Est-ce que lui l'a trompé ? Je ne sais pas. Lui était sur des sites de rencontres. Est-ce que c'était pour la surveiller, pour voir si elle avait des profils sur des sites? C'est possible aussi. Lui, il était inscrit sur des sites de rencontres et il avait des discussions avec des femmes avant la disparition de sa femme. Est-ce que c'était pour se rassurer sur sa capacité de séduction? Est-ce que c'était pour préparer éventuellement en tout cas, la suite? À ma connaissance, dans le dossier, il n'y a pas de trace d'une maîtresse qu'il aurait pu avoir. Hein, je parle sous ton contrôle. Oui. Et en revanche, il avait probablement une sexualité un peu déviante, puisqu'il passait son temps à regarder des films porno. D'accord. Et d'ailleurs, c'est là aussi un élément à charge. Je suis en train de faire ton travail. Un élément à charge. Ne disputez pas tout de suite. Hein. C'est qu'il regardait tous les soirs un film porno, sauf le soir où sa femme a disparu. Ce qui, pour les enquêteurs... Est un élément. Il dit, il n'a pas pu regarder son film porno parce qu'il était en train de la tuer. Aussi simple que ça. Sauf que c'est pas, là encore, une preuve, me semble-t-il, suffisante. Donc si je résume bien, on est sur un couple dont la femme est exemplaire. Infirmière de nuit, qui bosse, qui aime son mari, qui s'occupe des enfants de manière normale, attentionnée, etc. Oui, il n'y a rien à redire. On a un mari qui, lui, a un comportement un peu spécial puisqu'il se drogue, il consomme du cannabis. Une caricature. C'est une caricature de lui-même. Il joue aux jeux vidéo, il dépense de l'argent dans des jeux vidéo alors qu'il n'est pas adolescent. Son travail, il est fait, d'après ce que vous m'avez dit, à moitié, voilà. Et finalement, leur couple commence à battre de l'aile et donc ils vont chacun sur un site de rencontre. Alors lui, on ne sait pas trop pourquoi, mais elle, on se dit que,
déjà psychologiquement, elle est un peu atteinte par son couple, donc elle décide un peu d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Est-ce que le résumé est bon ? Le résumé est très bon. Ce que je veux préciser sur cette relation, c'est qu'elle cherche pas un coup d'un soir, Delphine. Elle veut pas rencontrer des hommes histoire d'avoir des aventures. Elle veut vraiment quelque chose de sérieux et elle tombe sur quelqu'un qui veut s'engager. Il parle de divorcer. Alors divorcer du côté de Delphine, lui n'est pas marié mais il veut quitter sa compagne Cathy. Donc de se séparer, de s'installer dans une maison ensemble et de faire des enfants et de se marier. Donc ça va aussi, c'est important de le préciser, elle n'avait pas envie de disparaître. C'est-à-dire elle n'avait pas envie ni de se suicider, ni de disparaître, ni de partir avec une troisième personne, puisque cet homme-là, elle en était folle amoureuse et qu'elle voulait absolument refaire sa vie avec lui. Bon, on la dépeint comme une femme exemplaire, mais moi, dans la base, j'adore qu'on pose les questions qu'on n'a pas ailleurs. D'après ce que j'ai compris, elle envoyait quand même des photos dénudées à son amant. C'est son amant, et alors ? Et alors ? Elle est en couple, vous me dépeignez une femme exemplaire. Alors, elle est en couple en train de se séparer. Elle est, comme vient de le dire Elisa, folle amoureuse de ce garçon. Et après, chacun a sa façon de faire dans sa relation. Et là, il se trouve qu'il s'envoyait des photos réciproquement, un peu dénudées, un peu. Donc son amant était le seul à qui elle envoyait des photos Absolument. dénudées. Alors, par contre, elle a fait une erreur, selon moi, c'est qu'elle a présenté en FaceTime son nouvel amoureux, on va dire son amant, à son fils, Louis, qui avait 6 ans au moment des faits. Ah. Elle voulait faire cette présentation, et le fils, bien évidemment, a dit à son papa « J'ai vu un monsieur en FaceTime, en vision, on a fait une vision ensemble. » Il allait lui répéter. Voilà, donc elle est allée un petit peu vite en besogne, si je peux me permettre. Ah, c'est une petite erreur de parcours. Voilà, et évidemment... Ça, c'est un élément qui l'a fait complètement vriller. Mais donc, elle était in love. Elle était in love. Elle était totalement in love. Elle est allée très, très vite. Elle s'est sentie pousser des ailes d'un coup. Elle a vu que de son côté, son amant, ça y est, il allait quitter sa copine. Les enfants étaient présentés. Elle est allée un petit peu vite. Ouais, elle a sous-estimé la violence possible de Cédric Jubilard. Juste, c'est Elina, mon prénom. Là, dans les deux sens, ça peut fonctionner. Je me mets à la place de Cédric Jubilard, ça doit pas être très agréable d'apprendre par son fils de 6 ans que sa femme a présenté son nouveau petit copain au gamin. Et en même temps, je crois qu'il y a un côté très juvénile dans le comportement de Delphine. Oui. Et ça fait quand même des années qu'elle subit une vie qui ne lui convient pas. Et là, elle tombe enfin sur un mec normal, entre guillemets. Et elle est pressée de le montrer, y compris à son fils. Voilà. Bon, on va maintenant revenir sur les faits, la nuit du drame, ce qui s'est passé et peut-être les heures qu'on suivi. Elina, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans cette nuit de décembre 2020 où Delphine Jubilard disparaît en pleine nuit ? Cette journée du 15 décembre, elle est extrêmement importante parce que dès le matin, Delphine se rend à la banque pour changer les codes de sa carte bleue parce qu'elle se rend compte, en plus on n'en a pas parlé, que son mari Cédric Jubilard prend sa carte bleue pour de temps en temps aller retirer de l'argent pour acheter son cannabis. Elle se dit maintenant ça suffit, je veux reprendre mon indépendance financière et je ne veux plus qu'il vienne ponctionner sur mon compte. Il a localisé aussi. Alors ça c'était pas le 15, mais je parle vraiment de cette journée spécifique. Ensuite, elle est avec sa meilleure amie. Sa petite fille, Elia, de 18 mois, fait ses premiers pas. C'est hyper symbolique. Elle est heureuse. Elle reçoit un message de la petite copine de son amant, c'est-à-dire de Cathy, qui lui dit « Écoute, j'ai tout compris. Je suis au courant que tu es la maîtresse de mon compagnon. Je suis une femme abattue, évidemment, mais je vais te laisser la place. Est-ce que, s'il te plaît, comme nous sommes deux mamans, tu peux respecter les périodes de Noël et je te laisserai la place en janvier, mais au moins pour les périodes de Noël, que nos enfants aient cette phase sans trop les bouleverser. » Et Delphine a une réponse incroyable, pleine de bon sens, pleine de bienveillance. Elle lui dit « J'ai rien contre toi, j'ai tellement entendu parler de toi en des termes positifs. Je vais aussi m'occuper de ton fils sans aucun problème. Évidemment, je fais ça. » Donc cette journée du 15, elle est décisive parce que c'est là que tout se met en place pour Delphine. Elle se dit « Ok, c'est bon, ma nouvelle vie va commencer. » Le soir, elle envoie des messages à son amant, en petite tenue, effectivement, mais bon, c'est son amant, jusqu'à 22h55. À partir de là, il n'y a plus aucune trace
de communication entre elle et les autres. Lui, Cédric Jubilard, dit qu'il est parti se coucher à 22h30, que son téléphone ne fonctionnait plus parce qu'il avait tellement joué à Game of Thrones qu'il n'y avait plus de batterie, donc il a dû le recharger, ce qui est complètement faux puisqu'il y avait 40% de batterie sur son téléphone et ça, les analyses l'ont prouvé après, donc il n'y avait pas un problème de batterie. En tout cas, il l'a éteint manuellement. Lui dit, je l'ai mis en mode avion, etc. C'est pas vrai. Les analyses prouvent qu'il l'a éteint manuellement pour vraiment laisser aucune trace. Entre 22h30 et 3h45, son téléphone est parfaitement éteint et intraçable. Donc on ne sait pas du tout s'il s'est déplacé quelque part et ce qu'il a fait avec. Donc ça, c'est très étonnant comme comportement, tu le disais avant, parce que non seulement c'est le seul soir où il ne regarde pas de porno, alors que tous les soirs avant, tous les soirs après, il regarde du porno, et en plus son téléphone, il ne l'a jamais éteint manuellement, il l'a fait que 2 fois dans l'année. Ce qui est un comportement qui, justement... qui dénote de son habitude. De son habitude, et que cette nuit-là, c'était un petit peu particulier. Et justement, ce sont ces 2 éléments-là de la téléphonie qui ont été retenus au moment de la condamnation, qui ont été retenus par les jurys, parce que j'ai lu les motivations. Sur les motivations, j'ai lu les 11 pages de motivation. Et ben, je pense qu'il y avait pas mal. Alors, on en parlera dans un instant, hein. N'oubliez pas, fallait-il condamner Cédric Jubilard? N'hésitez pas à réagir, à nous donner votre avis, car en effet, il n'y a pas vraiment de preuves matérielles de ce meurtre. On en parlera. Non, il y a un faisceau d'indices qu'on appelle. Il y a des indices matériels et des indices immatériels. Mais il n'y a pas une preuve irréfutable. On n'a pas retrouvé... En droit français, un certain nombre de preuves d'indices matériels, immatériels, qui sont... corroboratifs, qui sont graves, qui sont concordants, ça crée la preuve. Bon, je vais pas me frotter à Elina, je vais laisser Michel le faire dans un instant. Cette version. Bon, Michel en parlera dans un instant. Alors, ça sera dans les arguments à charge et à décharge. On va pas refaire le procès, mais on va résumer un petit peu ce qui s'est passé pendant ce procès avec tous les éléments qui pesaient contre lui et les éléments qui pouvaient le disculper. On en parle dans un instant. D'abord sur le rappel des faits, sur le téléphone et sur le téléphone. Sur le téléphone et sur l'autre argument développé par Elina. Le téléphone, il est coupé, il l'a coupé. C'est vrai que ça tombe mal, mais si ça arrive qu'un téléphone soit coupé, ce mec fumait beaucoup de cannabis. Je pense qu'on ne peut décemment pas le poursuivre ou le condamner, en tout cas, parce qu'au prétexte qu'il a coupé son téléphone. Non. C'est effectivement une ambiance. Et idem pour le film porno. Il regardait des films porno, et puis un soir, il n'a pas envie de regarder un film porno. Donc, on peut aller loin comme ça avec ce type. Les jours, eh ben oui, on peut un soir ne pas avoir envie de faire ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Mais le problème, c'est que ça n'en fait pas un coupable pour autant. C'est ça que je dis. S'il y avait que ça, que ces éléments-là, bien évidemment, qu'il aurait été acquitté. Les autres, ils sont pas beaucoup mieux. Hein. Alors c'est là qu'on n'est pas d'accord. Par exemple, je vois qu'on retrouve les lunettes de Delphine dans un état catastrophique avec une branche cassées, je crois qu'on les retrouve même derrière le canapé. Oui, très important. Excusez-moi, c'est quelque chose d'important, ça. Alors, c'est très important. Elle est portée tous les jours, ces lunettes. Tout à fait, parce que effectivement, dans cette affaire, il n'y a pas de corps retrouvé, il n'y a pas d'aveu, on est d'accord. Et on n'a pas de scène de crime non plus. On n'arrête pas de dire il n'y a pas de scène de crime, mais ce sont les lunettes qui prouvent qu'il y a une scène de crime. Pourquoi ? Parce que Delphine ne peut pas voir du tout, elle est totalement myope. Elle ne peut pas voir sans lunettes ou sans lentilles de contact. C'est absolument impossible. Elle peut ni travailler, ni regarder la télé, ni se déplacer. Donc elle n'aurait pas pu partir sans ses lunettes ou sans lentilles. Les lunettes, son mari dit, elles étaient abîmées, elles étaient déjà cassées. Alors elles étaient dans un état tellement lamentable que non, elle ne pouvait pas regarder la télé avec ses lunettes complètement explosées, ça c'est pas possible. Un expert est venu présenter à la barre, qui est un ancien de l'armement, il est venu expliquer que ces lunettes-là, elles ont été cassées par un effort extérieur dynamique. Dynamique, ça veut dire une force qui vient de l'extérieur vers l'intérieur, une force rapide, comme une puissance de 18 kilos, en fait. Ça, on ne peut pas casser des lunettes comme ça, soit en les faisant tomber par terre, soit en s'asseyant dessus, soit, il a dit parfois, la petite fille, Elia, à 18 mois, elle pouvait éventuellement jouer avec les lunettes. Une petite fille de 18 mois ne peut pas casser des lunettes comme ça. Donc elles sont fracassées, une branche est totalement cassée et retrouvée sous le canapé. Donc pardon si ça, c'est pas une scène de violence claire, non, je vois pas ce que c'est. Michel n'est pas d'accord.
Je vois pas en quoi c'est une scène de violence. Ça peut en être une, bien sûr. Vous n'avez pas tort c'est une hypothèse, mais le problème de ce dossier, c'est que c'est un millefeuille d'hypothèses. Mais sur les lunettes. Les lunettes, elle a pu marcher dessus, il a pu marcher dessus. Et elle se retrouve derrière le canapé. Oui, pourquoi pas. Enfin, non, mais ça peut. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Bon, moi, l'expert, j'entends ce qu'il raconte. Effectivement, c'est pas elles sont pas tombées comme ça, elles se sont pas brisées en tombant au sol. Première possibilité, l'un ou l'autre ont marché dessus. Ou peut-être shooté après avoir marché dessus, j'en sais rien, j'y étais pas. Et c'est dommage d'ailleurs. Ça, c'est la première possibilité. Après, comme le fils, et là je vais venir un petit peu apporter de l'eau au moulin d'Elina, imaginons, parce que c'est quand même une théorie qui est possible, le fils dit que les parents se sont disputés ce soir-là. C'est possible qu'ils se soient disputés. Peut-être qu'ils en sont venus aux mains. Peut-être qu'il lui a mis une gifle qui aurait fait voler les lunettes, il aurait marché dessus dans la bagarre, etc. Donc ça expliquerait les lunettes. Et elle, totalement affolée, quitte le domicile dans la tenue dans laquelle elle est à ce moment-là. Des témoins disent qu'elle était en pyjama, d'autres qu'elle était habillée. Enfin bon, peu importe. Elle quitte les lieux parce qu'elle fuit son mari qui devient violent avec elle. Les lunettes, on a l'explication, enfin, dans mon scénario, j'en suis au scénario. De toute façon, la cour d'assises n'a fait que des scénarios et Elina faisait également un scénario tout à l'heure. Donc, on en est réduit, malheureusement, parce qu'on n'a pas les éléments de l'enquête. Enfin, l'enquête n'a pas réussi à figer les choses. On en est réduit à faire des scénarios. Et moi, je pense que mon scénario, il n'est pas plus stupide que d'autres scénarios. Donc, ils se battent, ça casse les lunettes, elle s'enfuit en courant. Il y a à peu près 200 personnes aux alentours, alors j'ai pas le périmètre exact, qui sont connues au FIGES. Le FIGES, c'est le fichier des délinquants sexuels. Ils n'ont pas tous été entendus. Imaginez, je dis, c'est là encore un scénario, qu'un de ces 200 individus qui n'ont pas été entendus par la gendarmerie, soit sur sa route. Elle est en panique, elle vient de se faire frapper par son mari, elle monte dans la voiture pour chercher des secours. Elina. Alors, là où l'expertise ne va pas du tout dans ce sens-là, c'est qu'il y a une brigade cynophile, c'est-à-dire des chiens qui sont pisteurs. Il y a des chiens qui sont pisteurs de personnes vivantes et d'autres qui sont pisteurs de cadavres. Là, il y a un chien pisteur de personnes vivantes qui est venu et qui a fait le tour. Et ce qui est capable de faire le chien, c'est que en sniffant un vêtement de la personne disparue, de retracer le parcours. De retracer exactement le parcours que la personne a pu faire. Et là, ce qui est incroyable, c'est que ils ont retrouvé dans les 48 heures un parcours de Delphine qui, éventuellement, pouvait se balader autour de la maison, puisqu'elle sort de chez elle, elle tourne dans le quartier et elle revient chez elle. Ouais. Si elle avait été, comme cette théorie-là, elle s'énerve, elle sort de la maison parce qu'ils se sont disputés, pourquoi pas ? Donc, elle sort de la maison sans ses lunettes, elle voit rien, sans chaussures, c'est la boue, il y en a partout, il fait 2 degrés dehors, pourquoi pas ? Elle sort, elle rencontre un délinquant sexuel qui est en voiture, soit qui la renverse, soit qui l'enlève et qui la met dans sa voiture. Le chien pisteur, à ce moment-là de personnes vivantes, marque l'arrêt. C'est-à-dire dire à cet endroit-là, dans cette route, le corps n'existe plus, il a été soulevé, en gros, il a été mis dans une voiture. Ça, c'est un élément qui est matériel. C'est pas de l'interprétation. Je suis en train de dire que la brigade cynophile ne se trompe pas, en fait. Je suis désolé. Alors, c'est pas la brigade cynophile qui se trompe pas, c'est les chiens qui se trompent quelquefois. Et on a l'exemple dans l'affaire Émile. Le chien pisteur dans l'affaire Émile, il n'apporte rien. L'affaire Émile, c'est ce petit garçon qui a disparu au Haut-Vernay, c'est ça, et dont on a retrouvé les ossements plusieurs mois plus tard. Et là, parce que il faut aussi le problème des chiens pisteurs, c'est que ils ont pas un chronomètre dans le cerveau et les odeurs qui reniflent, elles peuvent être à différents moments de la journée. Elles sont pas forcément. On n'a pas le chronomètre. On ne sait pas à quelle heure, je pense à Émile, le chien qui s'est arrêté près de la fontaine, c'est probablement une odeur du matin. D'accord, mais dans le cas du petit Émile, on a un chien qui marque un endroit où on n'a plus du tout le corps. Donc ça veut dire que quelqu'un l'a soulevé
et l'a emporté dans une voiture ou ailleurs. Là, il y a pas cette rupture en fait d'odeur. C'est très très important dans cette preuve-là. Mais il n'y a pas aussi Cédric Jubilard qui fait une machine à laver intempestive en pleine nuit ? Oui, alors il ne fait pas une machine à laver. Il charge une couette en pleine nuit quand les gendarmes débarquent. Donc il les appelle, pour rappel, il se réveille, il dit se réveiller à 3h45, il les appelle vers 4h10 du matin. Elles arrivent, ce sont 2 femmes, vers 4h50. Elles débarquent dans cette maison, il y a de la boue partout autour, c'est dégueulasse. C'est effectivement la verrue du quartier. Et elles remarquent des fenêtres derrière lesquelles il y a de la lumière. Et en s'approchant, elles voient Cédric Jubilard qui est accroupi devant le hublot de la machine, en train de charger quelque chose, en train de charger une couette. Alors, elles s'en rendent compte, mais elles ne vont pas commencer, parce que c'est pas leur job à ce moment-là, elles vont pas prélever des indices sur le lieu. Pour l'instant, elles viennent aider un homme qui a perdu sa femme. Mais quand même, elles trouvent ça très bizarre qu'il charge une couette. Il lance pas la machine. Quand il est interrogé là-dessus, on lui dit je m'ennuyais, fallait que je fasse une machine. Alors, vu l'état déplorable de la maison, qui foutait strictement rien, ça a étonné quand même tout le monde qu'à 4h du matin, une de ses obsessions, ce soit de nettoyer une couette. Il l'a précisé après, et c'est très très important. Il a dit « J'ai chargé cette couette parce que mes chiens avaient uriné dessus. » Ensuite, il a changé de version, 2e fois. « J'ai chargé cette couette parce que ma fille, Elia, de 18 mois, avait uriné dessus. » Sa fille qui était avec une couche et qui était en fait dans son lit. Et ce qui est très étonnant, et ça on n'en a pas beaucoup parlé lors du procès, c'est que son ex-petite amie, à qui il aurait fait des confessions au parloir, qui s'appelle Jennifer. On va en parler de ça. Son ex-petite amie, il lui aurait dit « J'ai étranglé Delphine dans la maison et au moment de la tuer, elle se serait lâchée et elle aurait uriné sur la couette. » Donc cette histoire d'urine sur la couette, c'est quand même incroyable parce qu'il y avait 2 versions différentes. Malheureusement, 3 versions. Malheureusement, la machine a été saisie, le siphon a été ouvert et a été analysé. L'urine, on ne le retrouve pas. C'est-à-dire, on retrouve ni urine ni trace de sang. Non, on ne retrouve pas de trace de sang. Mais quand on étrangle quelqu'un, il n'y a pas de trace de sang. En fait, tout le monde s'étonne qu'il n'y ait pas d'ADN, de scène de crime avec du sang comme on l'a dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire des giclées de sang absolument partout. Mais on étrangle quelqu'un, on casse l'os luide qui est à cet endroit-là, avec une strangulation, il y a 0 trace de sang. À part effectivement de l'urine au moment d'étrangler, il n'y a aucune raison qu'il y ait une trace. Michel, mais oui, sur cette couette. J'entends tout ça, mais on critique cet homme en disant qu'il n'entretient pas sa maison. Pour une fois qu'il fait une tâche ménagère, on va le lui reprocher. La nuit de la disparition de sa femme. Oui, il attend les gendarmes, il met la couette il s'appperçoit qu'il y a de l'urine dessus, il la met dans... J'en sais rien, je me fais l'avocat du diable. Une fois de plus, j'y étais pas. Mais si on n'a que ça... Il fallait saisir cette couette. Ils sont gendarmes, ils avaient qu'à saisir la couette. Ils l'ont pas fait. Je crois qu'ils ont fait des photos et il y avait une histoire de mélange. Enfin, c'était plutôt le drap housse. Il y avait la housse de couette qui était en train de sécher ailleurs. Voilà. Donc il y a eu effectivement il y a un cafouillage des constatations, des premières constatations dans ce dossier. Et je pense pas que ce soit Cédric Jubilard de payer l'addition de ces cafouillages des primo-intervenants. Le boulot des primo-intervenants, c'est de geler les lieux. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et je pense que si c'était la police judiciaire parisienne, sur une affaire identique, ils gèlent les lieux, ils bloquent tout, la machine, elle démarre pas. Et s'il faut couper le courant, placer des scellés sur la maison, on coupe le courant et on place des scellés sur la maison. Est-ce que c'est le rôle de 2 gendarmes primo-intervenantes de débarquer comme ça à 4 primo-intervenants, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui interviennent en premier sur la scène... Sur la scène, en tout cas sur le lieu. Donc, voilà, une fois de plus, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais je trouve, et c'est ce qui m'agace un petit peu dans ce dossier, que à chaque fois qu'on avance un élément qui pourrait être un indice, une présomption contre Cédric Jubilard, pour lequel je n'ai aucune sympathie, rassurez-vous. Personne. On se heurte quand même à des choses matérielles qui sont pas démontrables en réalité. Et surtout, je pense qu'on ne peut pas faire payer à un suspect ou à un accusé maintenant, enfin un condamné en plus, des errances de l'enquête. Alors là où il y a errance de l'enquête, effectivement,
c'est que on a retrouvé de la boue. Ces 2 gendarmes primo-intervenantes retrouvent de la boue par terre, n'ont pas fait de prélèvement, n'ont pas pris les photos nécessaires. L'histoire de la voiture et de la condensation dans la voiture, on va en parler, mais il n'y a pas eu de photos qui ont été prises cette nuit-là. Donc, bien sûr qu'il y a des trous dans la raquette, mais il y a tellement d'éléments matériels, immatériels autour de Cédric Jubilard et tellement rien. Mais non, mais il n'est pas en dehors de lui. logique. Ce que vous avez du mal à admettre, c'est que Cédric Jubilard n'est pas logique. Il n'a pas le même comportement que vous et moi. Vous, si votre mari disparaît dans la nuit, je pense que vous n'allez pas mettre la couette dans la machine à laver. Mais ça, cette couette, Michel, c'est un détail, en fait. Non, mais c'est un détail. Mais on a tellement parlé de cette couette que ça en faisait un coupable uniquement avec la couette. On en a parlé parce que c'était tellement énorme de se dire... ce mec est énorme. Ce fumeur de cannabis qui fait une machine dans la nuit, c'est pas normal. Mais il y a tellement d'autres choses. La voiture, est-ce qu'on peut parler du sens de stationnement de la voiture, par exemple ? Vous garez toujours dans le même sens, vous ? Dans le cas de Delphine Jubilard, oui, c'était totalement logique. Elle se garait toujours dans le même sens. Pourquoi ? Parce que elle ouvrait la portière de la voiture côté route, parce qu'il y avait le siège auto de ce côté-là, et que de l'autre côté, il y avait des feuillages, des ronces, etc. Donc elle se garait en face d'elle, il y avait un véhicule d'un voisin. Voilà. Donc elle se garait toujours dans le même sens, c'est-à-dire capot vers le haut. Sauf cette nuit-là. Alors, si elle s'est garée le 15 au soir dans ce sens-là, sa meilleure amie, Anne-Michel Sirven, a constaté ce jour-là, en la ramenant, qu'elle était, en passant dans le quartier, qu'elle était garée dans ce sens-là. Les 2 couples voisins, ont remarqué aussi qu'elle était garée dans ce sens-là le 15 au soir. Et puis par contre, le 16 au matin, elle est garée non seulement à l'envers, alors que ça n'est pas du tout dans ses habitudes pour cette explication de siège auto. Donc c'est absolument impossible qu'elle se soit trompée cette nuit-là. Pourquoi la voiture aurait été déplacée dans la nuit, garée dans le sens inverse de ses habitudes ? Très étonnant. Et effectivement, il y a eu un débat. On a retrouvé de la condensation sur une des vitres de cette voiture-là. Ce qui expliquerait une présence humaine récente. Qui dégage de la chaleur, en fait, et c'est comme ça qu'on a de la buée. Alors bien sûr qu'il y a des experts qui sont venus débattre à la barre et qui sont battus, et que j'ai lu sur les réseaux sociaux, plein de gens disent « moi j'ai de la condensation dans ma voiture, en pleine campagne, il fait 2 degrés, je suis pas encore rentrée dans ma bagnole et j'ai déjà de la condensation dedans. » Mais alors, il va falloir m'expliquer pourquoi est-ce que c'est la voiture des Jubilard qui avait de la condensation et toutes les autres voitures du quartier n'en avaient aucune. S'il y a un phénomène scientifique avec de la condensation dans toutes les voitures quand il fait 2 degrés, dans ce cas-là, tout le monde est concerné. Pourquoi cette voiture-là en particulier ? On n'a aucune preuve de ça, et on n'a pas de photos. Le film porno, qui ne regarde pas, la couette, les lunettes, le sens de la voiture. Ça, c'est matériel. Et il y a aussi des indices immatériels dont on peut parler. Je ne vous dis pas qu'il n'y a rien, mais une fois de plus, je pense que pour un bon fonctionnement de la justice, je pense que cette enquête est pas suffisamment béquillée. Elle repose. Il y a chaque élément, si vous voulez, s'il y a que la voiture, on le condamne pas. S'il y a que la couette, on le condamne pas. Alors, mais là, il y a trop de choses. Il y a le témoignage du fils de 6 ans. Passons au débat. Je vous propose de passer au débat. Fallait-il condamner Cédric Jubilard ? D'abord, avant de démarrer le débat, je voudrais vous montrer cette vidéo. Cette vidéo, c'est la vidéo de l'influenceur Bassem. Donc Bassem, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, qui a des millions de vues, qui est très suivi. Et pour lui, il explique que cette affaire va faire jurisprudence parce que c'est la première fois en France qu'on condamne quelqu'un sans preuve matérielle. On regarde et je vous en parle juste après. On en parle juste après. C'est une première, ce qui est arrivé là. Alors aujourd'hui, en France, on a une justice qui est américaine. C'est à toi de prouver que tu es innocent. Alors qu'avant, c'était s'il n'y avait pas de preuve, tu étais innocent. Donc cette affaire fera jurisprudence. Pas de corps, pas de preuves, rien du tout. On n'a que des présomptions. Moi, depuis le début, j'ai toujours senti que ce mec était coupable. Je l'ai toujours dit, depuis le début. Même si Delphine Jubilard, qui est morte, supposons qu'elle soit morte, paix à son âme, n'était pas une si blanche colombe. Mais ça, c'est très très important pour les affaires criminelles, c'est une première en France. Dans d'autres circonstances, ce mec-là aurait été innocenté sur le coup. Pourquoi ? Je vais dire ce qui l'a tué. C'est la Vox Populi, c'est les réseaux. C'est Internet qui a fait que ce mec-là a été condamné. N'importe quoi, vous dites, Elina. N'importe quoi. Et il explique qu'il n'y a aucune preuve matérielle.
Mais c'est quoi une preuve matérielle? C'est du sang éclaté dans une maison, c'est du sang dans une voiture. Non, mais il dit que cette affaire va faire jurisprudence, que c'est la première fois qu'on condamne quelqu'un comme ça, sans... Alors, c'est complètement faux. C'est pas du tout la première fois qu'on condamne quelqu'un comme ça sans avoir du sang éclaté dans une voiture et de l'ADN partout. C'est déjà arrivé plusieurs fois en France qu'un homme soit condamné pour le meurtre d'une femme, qu'elle soit sa conjointe, ex-conjointe ou alors une femme qu'il a rencontrée comme ça au hasard, alors qu'on n'a pas retrouvé le corps, qu'il n'a pas fait d'aveu et qu'on n'avait pas suffisamment de traces. Il y en a des tas des affaires comme ça. Il y a l'affaire Agnès Leroux, il y a Amandine Martinez-Cadellas, j'ai pas fini, Amandine Estrabo, Narumi Kurosaki, on a Anaïs Guillaume, il y en a des tas et uniquement en France. Il y a une page Wikipédia complète que je vous invite à aller voir, qui s'appelle Nobody, c'est-à-dire toutes les condamnations qui a eu lieu dans le monde parce qu'on n'avait pas retrouvé le corps. Alors évidemment, il y a certaines traces. Pour l'affaire Narumi, on a retrouvé du sang, mais on n'a jamais d'aveu et on a toujours un homme qui dit c'est pas moi. Michel, fallait-il condamner Cédric Jubilard? Fallait-il qu'il soit condamné? Alors moi, je vais vous faire deux réponses. D'abord, je voudrais faire une comparaison avec une autre affaire, qui est l'affaire Viguier. Viguier, c'est un prof de droit à Toulouse. Sa femme disparaît. Suzanne, hein, c'était l'année 2000, je crois. La disparition de Suzanne Viguier, son mari est prof de droit, il a été suspecté par la police. Là aussi, il y avait un certain nombre d'éléments, le matelas, du sang sur les marches de l'escalier. Des bijoux qui avaient disparu. Il y avait tout un tas de choses, un amant qui était là, et ils étaient en instance de divorce, elle voulait le quitter, elle avait un amant, etc. Et moi, j'ai assisté aux 2 procès de ce monsieur Viguier. Il a été acquitté à 2 reprises. Il était acquitté en première instance, acquitté en appel. Donc, il y a aussi les exemples inverses. Dans l'affaire Jubilard, moi, je ne dis pas qu'il est innocent. En fait, je dis simplement que je n'en sais rien. La question, c'est fallait-il le condamner? Votre réponse, Michel? À mon sens, non, parce que je vous rappelle quand même que l'avocat général, c'est-à-dire le procureur de la République, a la charge de faire la démonstration de la preuve. Or là, dans ce dossier, j'ai pas entendu de démonstration du scénario. En tout cas, on a imaginé des choses, mais ça ne repose sur rien. Donc, je pense honnêtement, je dis pas qu'il n'est pas coupable. Je dis qu'avec les éléments dont on disposait, c'est compliqué de le condamner. Et moi, je pense que si j'avais été juré, je l'aurais pas condamné. Elina, fallait-il condamner Cédric Jubilard? Mais évidemment. Il y a tellement d'éléments. Avant d'écrire le livre et d'analyser le dossier, j'avais pas forcément d'avis. Effectivement, autour, on entendait, bon, il faut pas le condamner, on n'a pas de preuves, on n'a pas d'aveu, on n'a pas de scène de crime, etc., etc. Mais quand on a vraiment les mains dans le dossier, j'ai eu entre les mains l'ordonnance de mise en accusation qui fait 70 pages, j'ai entre les mains des témoignages, des procès-verbaux, etc., des choses que le grand public ne voit pas forcément. Le grand public n'a pas été, pendant les 4 semaines de procès, dans la salle à entendre des choses qui sont juste extrêmement convaincantes. Donc on peut pas, nous, de l'extérieur, juger, il faut le condamner, il faut pas le condamner. Avant de poser cette question-là, j'invite les gens à vraiment s'intéresser à l'affaire et s'intéresser à tous les détails. On a parlé d'indices qui sont matériels, avec les lunettes, la voiture, etc. Il y a aussi tous les indices qui sont immatériels, c'est-à-dire le fils qui témoigne de la dispute, et il a été extrêmement précis, les voisines qui entendent des cris avec des aboiements dans un endroit, dans un périmètre qui est vraiment autour de la maison des Jubilards. On a des menaces de mort avant le drame. Lui, il a dit à 4 personnes, j'ai envie de la tuer, je la déteste, je vais l'enterrer. Notamment à sa mère. Notamment à sa propre mère. Ensuite, à posteriori. Oui, mais ça, alors je vais pas défendre drame, Cédric Jubilard, mais c'est vrai qu'on peut dire parfois, dans un excès de colère, je vais la tuer, et c'est pas pour autant qu'on passe... Alors oui, par contre, on dit pas je vais la tuer, on dit pas je vais la tuer, je vais l'enterrer, personne va jamais la retrouver. C'est quand même assez précis. Moi, j'explique pas. J'ai un problème sur la route. Il y a une queue de poisson. Je dis pas, je vais le tuer, je vais l'étrangler comme ça, je vais le mettre dans la forêt, je vais faire ceci, je vais faire cela. Enfin, effectivement, il est pas. Ne croisons pas Elena Rostand sur la Non, mais effectivement, je suis d'accord avec Michel qui dit que psychologiquement, il n'est pas normal. Bien sûr qu'il aurait pu proférer ces menaces-là. Mais quand on est innocent, pourquoi est-ce qu'on dit a posteriori du crime, j'ai commis le crime parfait? Il se fait appeler le magicien en prison pour sa capacité à faire disparaître un corps.
Et moi, alors, je suis hallucinant. désolé de vous couper, mais votre livre, Elina Rostand, je rappelle, Un crime parfait, l'affaire Jubilard, un crime parfait chez Fayard. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Michel Marie, on peut pas expliquer que ce mec-là, entre guillemets, est un fatigué, pour rester poli, c'est-à-dire qu'il est à l'ouest complet, qu'il fume du cannabis, qu'il joue aux jeux vidéo, etc., et que le gars soit en capacité de faire un crime parfait, et qu'on puisse ne jamais retrouver de corps, et que dans plein d'affaires où il y a des mecs qui avaient prévu ça depuis longtemps, on retrouve toujours l'indice qui fait que on a la preuve. Et là, vous allez dire qu'un mec qui est complètement à l'ouest, il arrive à commettre éventuellement le crime parfait. Non, mais dans cette affaire, une fois de plus, je reste très prudent. Je pense qu'on a un dossier qui est insuffisant. Un dossier judiciaire qui est insuffisant. On a effectivement je ne vais pas répéter à chaque fois, pas de corps, pas d'aveu, pas de scène de crime, etc., etc. Oui, les voisins ont entendu un chien aboyer, mais il n'y a pas qu'un chien dans le village. Non, oui, excuse-moi, Michel. Si, je te coupe. laisse-moi finir. Il y a cette voiture. Bon, moi, j'entends tes arguments. En revanche, moi, je ne me gare jamais de la même façon. Jamais. Mais est-ce que tu un gères coup, je vais à ta fille gauche. de 18 mois avec un siège auto derrière? Ma fille a un peu plus de 18 mois. Voilà, mais est-ce que tu n'as pas les mêmes habitudes? Tu peux pas te comparer Oui, non, mais aux elle est habitudes peut-être ressortie toute Delphine seule Jubilard. sans son enfant à un moment donné. Elle aurait regardé sa voiture. J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraît pas suffisant pour envoyer quelqu'un 30 ans en prison. Alors, que la voiture soit si je peux me garée permettre, à je reviens sur les aboiements, Mais- c'est hyper important. Les voisines qui entendent des aboiements de chiens, elles entendent des cris d'une femme qui s'étouffe, qui essaie de reprendre son souffle, qui est apeurée. Elles sont formelles. Elles ont, à chaque fois, depuis 2020, elles ont ce témoignage-là. Elles sont venues à la barre, etc. Il n'y a pas de modification dans leur témoignage. Et elles ont entendu 2 chiens aboyer. 2 chiens de 2 aboiements différents et de 2 tailles différentes. Dans le quartier, je suis navrée. Alors, effectivement, la défense de Cédric Jubilard a dit, non, mais attendez, c'est pas la seule maison où il y a des chiens. Dans le quartier, c'est la seule et unique maison dans laquelle il y a 2 chiens de 2 tailles différentes. Tout ça, c'est... Ça peut revenir au scénario que j'évoquais tout à l'heure, une dispute. Une dispute. Elle prend un coup, 2 coups, qui casse ses lunettes, et ils se battent, elle hurle, les chiens aboient, et ensuite elle s'en va. Je veux dire, on n'a pas la preuve du contraire. Alors pourquoi il le dit pas? Alors pourquoi Cédric Jubilard, dans ce cas-là, dit pas effectivement, je me suis disputé avec ma femme ce soir-là. On sais rien. Il va voir le médecin légiste. Il va voir le médecin légiste 2 jours après. Je précise qu'un médecin légiste ne va pas voir que des morts. Il va voir aussi des victimes, des vivants, pour regarder les plaies, etc. partout. Il constate qu'il y a une plaie de 10 cm au niveau de l'avant-bras de Cédric Jubilard et dans le dos complètement râpé. Et ça correspond exactement à cette espèce de crépi, qui n'est pas un crépi d'ailleurs, ces briques qui sont posées à côté de l'entrée, et là où les voisines ont entendu des cris, c'est-à-dire une dispute d'une telle violence que lui aurait carrément eu des blessures. Et ce qu'il va dire après... Donc c'est lui qui aurait crié, alors? Non, c'est elle qui a crié. C'est elle qui a crié. Mais sa petite amie, de la dernière en date en tout cas, qui a recueilli ses confessions, explique que lui a dit exactement comment il avait fait pour étrangler Delphine Jubilard et comment il s'était habillé. Ça, c'est intéressant. Il a quand même fait des aveux en prison à un co-détenu. Oui, enfin ça c'est très discutable parce qu'il était à l'isolement et donc la discussion, ça a été contesté au procès, la discussion serait passée par la fenêtre. Entre 2 fenêtres. Et c'est comme ça que les détenus communiquent quand ils sont à l'isolement. Co-détenu et sa nouvelle compagne. On va finir avec le co-détenu d'abord. Avec le co-détenu qui a balancé et de façon intéressante pour lui puisqu'il a été remis en liberté peu de temps après. Non, alors là je suis pas... Si. Oui, mais donc, attends. Mais donc je finis. Alors, restons là-dessus. Vous dites qu'il a été libéré? Oui, il avait fait une demande de remise en liberté qui avait été refusée. Et subitement, il a les aveux de Cédric Jubilard. Il demande à être entendu par le juge d'instruction qui a le dossier Jubilard. Et assez rapidement après, il a obtenu sa remise en liberté. Je le pense. Okay. Je le pense. Et surtout, ça serait très grave. Surtout, oui, c'est des voyous. Ceux qui, les gens qui sont en prison, et celui-là en particulier, c'est un délinquant, donc ils n'ont pas l'obligation de dire la vérité.
Donc, Ce serait quand même assez oui, rare non, qu'on mais libère quelqu'un parce qu'il... oui, non, mais bon, de toute façon, on le reprendra peut-être sur autre chose. C'est pas vraiment ça mon propos. Ce que je veux dire, c'est que cette conversation, à mon avis, n'a jamais existé parce que les co-détenus de celui qui balance Jubilard sont dans la même cellule et ils auraient entendu. Or, ils sont venus dire à la barre qu'ils n'avaient rien entendu. Mais ils sont tous à l'isolement, chacun a sa cellule, il est dans la cellule 9 et Marco est dans la cellule 10. Chacun a sa cellule, à sa pièce. Ils sont tous aux fenêtres et du coup, les autres... À 6h du matin, ils se réveillent très très tôt tous les deux, c'est ce qu'ils ont dit, et il avait envie de fumer, Bon, il y a et le un matin à 6h... Lina et Michel, il y a le co-détenu, il y a aussi la compagne. Je sais pas que je veux prendre le parti d'Elina, mais c'est que là, on est quand même dans une affaire où il dit à 2 reprises qu'il a tué sa femme. Et même à 3 reprises. À 3 reprises, pardon, qu'il l'aurait étranglé et qu'il l'aurait déposé dans une exploitation agricole à 20 ou 30 km d'Albi. Ouais, il y a deux théories. La première, il y a la ferme brûlée où il renvoie un de ses co-détenus chercher sa nouvelle compagne. Enfin, il demande carrément au fameux Marco, à sa sortie de prison. La femme balance Marco. Enfin bon, c'est à n'y rien comprendre cette histoire. Toujours est-il qu'on a fait des fouilles et qu'on n'a pas retrouvé le corps après les explications du fameux Marco. Ça, c'est la première version. Et ensuite, avec la deuxième compagne, effectivement, au parloir, il lui aurait avoué, enfin, je pense qu'il l'a fait, je pense il a tenu ses propos, et il a mimé le geste de tremblement. Bon, c'est pas brillant, je suis pas son avocat, mais compte tenu de la psychologie de ce personnage, je pense qu'il est dans la provoque permanente. Et qu'il n'est pas exclu qu'il est dans un scénario de provocation raconter ça. Mais même en étant provocateur, Michel, lorsqu'on est en prison pour un meurtre qu'on n'aurait pas commis, on va pas s'amuser à dire oui, je l'ai tué comme ci, comme ça, et je l'ai enterré comme ça. Avec autant de détails. Faudrait en même temps être extrêmement dérangé pour, alors qu'il nie les faits chez les gendarmes, qu'il nie les faits chez le juge d'instruction, aller reconnaître à une vague petite copine qui est venue le voir 5-6 fois à la maison d'arrêt que c'est lui qui a commis le crime. Alors, Jennifer n'est pas une vague petite copine, ça fait des années qu'ils sont ensemble, ils se connaissent depuis 2021. Oui, il a rencontré Jennifer depuis... Mais ils sont pas ensemble depuis 2021. Non, ils ont discuté sur les réseaux sociaux depuis 2021. Depuis il a essayé de sortir avec elle à l'époque. Elle n'a pas voulu le voir. Il s'est rabattu sur Séverine. Ils ont vécu 2 mois ensemble. Il a une première petite amie à qui il fait des confessions sur l'oreiller. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu as fait de ta femme ?» Il lui dit « Je l'ai enterrée près de la ferme qui a brûlé. » Haha, c'est très rigolo. Donc elle pense que c'est une blague, soi-disant. Moi, je trouve ça pas très drôle, mais bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec Michel. Imaginez qu'il soit complètement zinzin. Mais il est complètement zinzin. Et il est probablement complètement zinzin. Je suis d'accord avec toi sur le personnage. Moi, je vais vous dire que je suis arrivé à 300 km/h avec une Porsche que j'ai volée et que j'ai écrasé 3 policiers avant d'arriver ici. Vous allez me croire? Non. J'espère pas, Michel. Mais rassure-toi, des problèmes sinon. Rassure-toi, c'est pas arrivé. Donc il fait quand même ses confessions à Jennifer, il fait ses confessions à Séverine, il fait ses confessions à Marco. C'est quand même hyper circonstancié. Mais là où... Hyper circonstancié, faut pas exagérer. Il donne un lieu qui est pas le bon, où on trouve rien en tout cas, et après il mime d'avoir étranglé. Je dis pas que c'est bien. Je dis pas que c'est un génie, mais je dis que ça colle tellement avec le personnage. Et franchement, moi, j'aurais été juré dans ce procès. J'aurais pas voulu être juré dans ce procès. Sur ça, je pense qu'on se rejoint, Michel. Est-ce que c'est de la provocation? Oui, c'est de la provocation, bien sûr. Mais je pense qu'il se sent tout puissant. C'est-à-dire se dire, de toute façon, on trouvera jamais le corps, il n'y a pas de sang. Oui, moi, si j'avoue pas, fait aussi, moi, si j'avoue, non, mais peut-être qu'il a rien fait. Moi, si j'avoue pas, je continue à faire des provocations à droite à gauche. De toute façon, j'ai des super avocats de la défense, ce qui est le cas. Quand est-ce qu'il faut le croire? Parce que c'est quand même ça la vraie question. Mais il faut le croire quand il dit qu'il l'a fait ou il faut le croire quand il dit qu'il l'a pas fait? Il faut surtout le croire jamais. Ce qu'il faut croire, ce sont les faisceaux d'indices matériels et immatériels. Et il y en a une dizaine qui sont extrêmement forts. C'est ça qu'il faut croire. Et en tout cas, moi, je ne sais pas, mais la conclusion des 9 membres du jury, c'est de croire qu'il est coupable. Donc, peut-être qu'il n'a rien fait, vous dit Michel.
Est-ce que vous aussi, Elina, vous vous dites oui, peut-être qu'il n'a rien fait? Absolument pas. Moi, je suis convaincue. Et pourquoi vous n'auriez pas aimé être juré alors si vous êtes convaincu? Parce que c'est extrêmement difficile de prendre la décision de la vie d'une personne. Mais si vous Ça en êtes reste, absolument convaincu. C'est une décision qui est dure quand même. Non, mais ça, c'est le problème de tous les jurés, de prendre la décision. Mais vous disiez tout à l'heure, moi non plus, j'aurais pas aimé être juré dans ce dossier. Et dans la phrase suivante, vous nous dites, j'aurais pas aimé, je suis convaincu de sa culpabilité. Je n'aurais pas aimé être juré. Non, mais en Ça règle veut pas générale, dire... alors. En règle générale, c'est pas une posture qui est facile de décider du sort de quelqu'un. Condamner un coupable, ça doit pas être très compliqué, quand même. Dans ce cas-là, j'aurais pas hésité une seule seconde. Avec les 4 semaines de procès qui se sont étalées, alors moi j'ai pas appris beaucoup dans ce procès puisque j'avais déjà tous les éléments pour écrire le livre. C'est justement ce que je reproche à ce système, c'est qu'on n'a rien appris au procès. On n'a pas eu de vérité. À part le fait... peut-être parce qu'aujourd'hui, on a tout facilement grâce aux médias. Non, mais la phrase d'Elina est intéressante. On n'a pas eu de vérité. Oui. Et donc, on condamne sans avoir la vérité? Et c'est pas parce qu'il ne passe pas aux aveux qu'il n'est pas coupable. Non, mais on n'a pas eu la vérité. Donc mais on ne condamne pas pour une vérité. Le jury condamne pas pour une vérité. Le jury condamne sur la base d'éléments. Oui, mais il faut motiver. Ils l'ont motivé. Oui, à la base des éléments dont on parlait tout à l'heure. On en a déjà parlé. Il y a l'article 353 du Code de procédure pénale qui rappelle que déjà, il n'y a pas de hiérarchie dans les preuves. C'est-à-dire que le témoignage du petit garçon de 6 ans à l'époque vaut pour des traces ADN, par exemple. Donc, il n'y a aucune hiérarchie. Et qui dit aussi que un faisceau d'indices vaut pour la preuve. Donc, à partir de... et que le jury choisit en son intime conviction. En droit, vous n'avez pas complètement tort, évidemment. Enfin, de toute façon, c'est pas discutable, le droit. Ni la décision de ce jury. Mais elle n'est pas discutable. Est-ce que vous croyez à un gros rebondissement? Est-ce que vous croyez à un gros rebondissement dans cette affaire? Écoutez, honnêtement, j'en sais rien. Je ne pense pas. Ce qui compte, c'est la première fois, malheureusement. Parce que, vous voyez, on parlait de l'affaire Viguier tout à l'heure. Viguier, je ne me rappelle plus de son prénom, Viguier a été acquitté en première instance. Le parquet a fait appel. Il est revenu à Albi, d'ailleurs, donc premier procès à Toulouse, deuxième procès à Albi, l'appel en est à Albi, et il a été réacquitté à Albi, et il avait pour avocat à l'époque Éric Dupond-Moretti, en première instance c'était Henri Leclerc. Je pense que c'est plus facile, lorsqu'il est acquitté en première instance, de le réacquitter en appel. Alors après, j'ai vu des affaires... Est-ce que vous croyez à un rebondissement type un indice qui permettrait de faire penser que c'est pas lui? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Alors, la question que je vais vous poser... On va le rejuger avec le même dossier. La question que je vais vous poser pour conclure, c'est, à votre avis, que s'est-il passé ce jour-là? Dans votre fort intérieur, Elina, Michel, qu'a-t-il pu se passer? Si vous deviez résumer pour vous cette affaire, qu'aurait-il pu se passer? Il y a deux scénarios possibles. Soit il l'a tué parce qu'elle était en train de le quitter, parce qu'il ne supportait pas l'idée du divorce, qu'il allait se retrouver financièrement dans une situation inconfortable, que la maison, il allait falloir la vendre, qu'elle était totalement invendable parce que tout est commencé, rien n'est fini. Et dans ces cas-là, ils se disputent, ils l'étranglent, ils se débarrassent du corps, et selon le scénario de l'accusation de ce procès, le deuxième scénario possible, c'est une dispute, elle s'en va et elle est moi je pense pas qu'elle soit vivante, hein. Elle aurait donné de ses nouvelles, elle serait pas partie sans ses enfants. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui me laissent pas penser qu'elle a trouvé la mort. Mais est-ce que c'est Cédric Jubilard qui a donné la mort, ou bien est-ce qu'elle a fait une mauvaise rencontre en sortant de chez elle? Honnêtement, j'en sais rien. Et n'en sachant rien, une fois de plus, si j'étais juré, je ne l'aurais probablement pas condamné. Où pourrait être son corps, là, actuellement? Ça, il peut être partout. Le corps de Suzanne Viguier, on l'a pas retrouvé non plus. Il y a plein d'affaires où on n'en trouve pas les corps. Dans l'affaire Fourniret, il y a quelques dossiers où on n'a pas retrouvé les corps. Dupont de Ligonnès aussi. Dupont de Ligonnès, oui. On a retrouvé les corps de sa famille, de sa famille, sûr, pas le sien. Lui, jamais. Pas le sien. Vous, Elina, qu'a-t-il pu se passer ce jour-là? Quel est, à votre avis,
la réalité votre réalité de cette affaire. Alors, c'est pas ma réalité personnelle, puisque il y a beaucoup de dossiers et beaucoup d'éléments qui corroborent. Pour moi, il a prémédité son crime. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé des coordonnées GPS dans son téléphone qui viennent d'une application Boussole. À partir du 14 novembre 2020, il se déplaçait déjà dans un endroit très précis dans la forêt qu'on révèle dans le livre et sur lequel, en ce moment, il y a des recherches et des fouilles sauvages qui sont en train d'être faites. Sauvages dans le sens où c'est pas demandé officiellement par la justice. Il a repéré un endroit, il a fait un trou, il savait pertinemment que le 15 au soir, il allait faire le coup. Il l'a dit en plus à sa petite amie que le 15, c'était la fin du confinement et que le lendemain, il y allait avoir un couvre-feu et que c'était ce soir-là ou jamais. Donc, pour moi, pour vous, il l'a tué. 15, il l'a tué, c'était prémédité. Le trou était déjà fait, déjà préparé. Il a chargé à l'arrière de sa voiture. Il l'a amené sur cet endroit-là. En plus, on trouve à 3h21 des coordonnées GPS au même endroit de ce fameux trou dans la forêt, ce qui est incroyable, dans la nuit du 15 au 16. Dans la nuit du 15 au 16. Il referme le trou et là, il se dit de toute façon, il n'y a pas de corps. Mon téléphone étant éteint, j'ai pris un deuxième téléphone avec une carte SIM. Enfin, tout est détaillé dans le livre, je ne vais pas en parler là, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, personne ne la retrouvera jamais. J'ai réalisé le crime parfait. Mais alors, comment vous expliquez, vous parlez de fouilles sauvages. Oui. Ça veut dire quoi, fouilles sauvages? Ce sont des personnes, des Ils ne sont citoyens. pas des gendarmes, alors? Pas du tout. Ce sont des citoyens comme nous qui sont en train, avec une petite cuillère, une pelle, une pioche, d'aller creuser là-bas. Oui, j'ai compris. Comment vous expliquez que les gendarmes ne soient jamais allés fouiller là-bas? Les gendarmes se sont déplacés sur les lieux. Ils ont trouvé que l'endroit n'était pas carrossable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas venir avec une voiture, que c'était difficile d'aller y cacher un corps. Et ils n'ont jamais réalisé de fouilles. Et des fouilles ne vont pas être réalisées d'ici l'appel, puisque en appel, on récupère le dossier tel qu'il était à l'origine. Donc il n'y aura aucun acte de fouille officiel qui sera diligenté, sauf si des gens comme nous trouvent effectivement des ossements. Voilà, c'est ça la base du crime. On n'est pas d'accord, mais en réalité, on saura pour l'instant pas ce qui s'est passé, mais vous pouvez en revanche lire le livre d'Elina Rostand, l'affaire Jubilard, un crime parfait, point d'interrogation évidemment. Elle pose la question, on s'interroge tous sur cette affaire. Cédric Jubilard a-t-il tué sa compagne? Fallait-il le condamner? N'hésitez pas à réagir. Je voudrais remercier mes invités Elina Rostand et Michel Marie d'avoir été avec moi pour ce premier numéro de la base du crime. J'espère que vous avez pu avoir peut-être des éléments en plus sur cette affaire, des secrets. C'est vrai qu'on a dit pas mal de choses dans cette émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter. À votre avis, Cédric Jubilard, fallait-il le condamner? Est-il l'auteur du crime de Delphine Jubilard? Je vous invite à réagir, à commenter, à liker, à partager cette émission. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de la base du crime. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à bientôt.